Donc bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Emma Marot, la vice-présidente de l'association La Voie diplomatique, l'association du master international et diplomatie de l'université Jean Moulin Lyon 3. J'ai l'honneur d'accueillir avec moi aujourd'hui un diplomate qui nous vient tout droit de Bruxelles. Euh, Bonjour Monsieur Delcorde. Merci Bonjour, d'accorder de votre temps pour répondre à nos questions. je vous en prie. Donc, au début de cette interview, nous avons pu aborder des questions un petit peu plus larges. Nous avons pu en apprendre un petit peu plus sur vous et votre parcours. J'invite donc tous les auditeurs qui nous regardent dès à présent de découvrir cette première partie sur notre compte Instagram. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Et nous allons à présent nous pencher sur des questions un petit peu plus spécifiques qui nous permettront d'en découvrir davantage sur vos ouvrages et sur votre façon d'aborder la diplomatie d'une manière un peu plus spécifique. Donc, tout d'abord, il me semble primordial de vous présenter. Vous êtes ambassadeur honoraire de Belgique et diplomate depuis 1985. Vous nous en avez parlé un petit peu plus longuement tout à l'heure. Vous avez commencé votre carrière diplomatique au Pakistan, puis vous avez été ambassadeur en Suède, en Pologne et au Canada. En parallèle, l'enseignement a toujours occupé une place très importante au cœur de votre carrière. Vous avez été professeur invité à l'Université de Montréal, puis plus récemment à l'Université de Georgetown à Washington. Et vous êtes aujourd'hui encore professeur à l'Université catholique de Louvain. Et vous avez consacré de nombreux ouvrages sur votre profession avec des thématiques diverses, comme par exemple les diplomates belges, pardon, parus en 2010, ou encore les mots de la diplomatie parus en 2015. Dans le cadre de cette interview plus particulièrement, on reviendra sur deux de vos plus anciens, de vos plus récents ouvrages, à commencer par La diplomatie d'hier à demain, qui est paru aux éditions Mardaga en 2021. Donc, ce qui m'a marqué particulièrement, moi, dans la lecture de cet ouvrage-là, La diplomatie d'hier à demain, donc, on a vu que vous avez voulu rendre accessible à tous la diplomatie dans sa globalité, en passant par son histoire, son évolution, ses spécificités. Comme j'expliquais juste avant, quelque chose de marquant dans ce premier chapitre dans le premier chapitre que vous abordez, c'est l'importance que vous accordez à la manière dont la diplomatie est représentée d'un point de vue artistique, notamment la peinture. C'est le cardinal Richelieu qui disait: La diplomatie est une science, mais qui n'a jamais cessé d'être un art. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce que la diplomatie est un art selon vous? Oui, sans doute. Euh, c'est un art auquel il faut associer sans doute des capacités, on dirait des skills en anglais. Mais c'est un art parce que, bien évidemment, vous ne pouvez pas appliquer des théorèmes scientifiques à l'exercice de la diplomatie. La diplomatie est quelque chose d'aussi sensible que peut l'être l'être humain, justement, puisque par définition, la diplomatie a pour objet principal la relation à l'autre. Donc j'aime bien cette définition qui met l'art en avant, ce qui ne veut pas dire l'amateurisme, n'est-ce pas? L'art, c'est aussi une technique, l'art de la négociation, l'art de la persuasion, de la médiation. Ces choses-là s'apprennent, se maîtrisent. Donc oui, on peut être d'accord avec Richelieu pour autant que l'on comprenne bien qu'il s'agit euh, d'une disposition d'esprit, en quelque sorte, mais à laquelle il convient d'associer de réelles capacités. Très bien. Et donc, en allant un peu plus loin dans votre ouvrage, on arrive au second chapitre et vous décrivez les trois fonctions qui caractérisent le métier de diplomate. Donc, représenter, informer et négocier. Ce sont trois des cinq fonctions que l'on retrouve notamment dans le fameux traité de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été adopté en 1961 et qui, pour beaucoup, est considéré comme la Bible des diplomates. Donc, tout d'abord, dans la représentation.
Le diplomate représente les intérêts de son État sur la scène internationale. Dans votre cas, vous avez donc représenté en tant qu'ambassadeur les intérêts du Royaume de Belgique. Est-ce qu'il a parfois été difficile, dans le cadre de vos fonctions, de ne pas être influencé par vos propres opinions, vos convictions personnelles? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, je pense que tout individu a des états d'âme, a des convictions qui ne sont pas toujours en ligne ou en concordance avec la position que son gouvernement, ses autorités défendent. Ces choses n'arrivent pas régulièrement, mais elles peuvent arriver. Et dans ce cas-là, j'ai toujours privilégié évidemment la position officielle de mon pays. C'est tout à fait normal. Je, je suis un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. J'ai été nommé par un gouvernement et je suis donc le serviteur d'un État. Euh, Si maintenant, et ça c'est arrivé non pas, non, non pas en ce qui me concerne, mais je sais que dans certains cas, des diplomates ont démissionné parce qu'ils ne parvenaient plus à mettre en concordance leur propre euh, position, les valeurs qu'ils défendaient avec celles qu'ils étaient censés incarner. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas arrivé souvent, c'est même, ce n'est pas arrivé souvent parce que peut-être euh, euh, la Belgique n'est pas une grande puissance, qui est un pays qui a développé très fort la culture du compromis euh, et qui fait assez bien confiance à ses diplomates, justement, pour qu'ils mettent en quelque sorte de l'huile dans les engrenages. Et donc, on ne vient pas asséner dans les réunions internationales des messages à forte connotation idéologique. Euh, Dans le cas de la diplomatie française, que je connais un peu, la situation pourrait être différente. Si tant est que le président, puisqu'en France, le président de la République a une forte autorité en matière de politique étrangère, adopte des positions qui ne sont pas celles que d'habitude diplomatie française adopte. Mais dans mon cas, et je ne peux parler que de mon cas, bien sûr, et de mon pays, je n'ai pas eu affaire à je n'ai pas eu ces difficultés. Il m'est arrivé toutefois de rencontrer parfois une difficulté dans, euh, comment dirais-je, dans la communication de la position de mon pays sur telle ou telle question internationale. Euh, Soit parce que les instructions que j'avais reçues n'étaient pas assez précises, soit parce que je percevais que en communiquant de manière un peu mécanique, robotique, les instructions que j'avais reçues, je risquais de créer une tension. Or, la diplomatie, par définition, elle évite les tensions. J'ai souvenance, notamment lorsque j'étais ministre conseiller à Washington, et qu'il y avait ces fameuses guerres commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, euh, le poulet aux hormones, les OGM, et ça avait débouché sur des recours à l'OMC, etc., où je me trouvais dans une situation un peu compliquée, parce que non seulement la Belgique d'ailleurs, mais l'Union européenne avait quand même une position assez ferme, et à juste titre, et nous recevions de plein fouet des sanctions américaines. Alors comment fallait-il communiquer? Euh, Comment fallait-il, pour éviter évidemment que ces sanctions ne causent trop de mal à nos intérêts commerciaux, car tout est là, bien sûr. Voilà, je crois que d'une manière générale, même dans ces situations un peu limites, j'ai pu, en quelque sorte, éviter les conflits. Euh, Pas les conflits meurtriers, les conflits commerciaux entre la Belgique, en l'occurrence, et les États-Unis. Et donc,
J'en suis très heureux. Voilà. Pour votre réponse. Je me permets du coup de rebondir là-dessus. Vous parliez du fait que vous évitiez les conflits. Ça fait partie également ça peut également faire partie, pardon, des fonctions d'un diplomate, d'éviter les conflits, notamment par la négociation. Et vous y consacrez un ouvrage, donc votre dernier ouvrage, le Manuel de la négociation diplomatique internationale, qui se concentre justement sur cette négociation, la négociation, diplomatique. Ce livre, il est unique néanmoins, puisqu'il aborde ce sujet sur votre prisme, celui d'un diplomate, d'un praticien. Justement, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'est-ce que la pratique sait de la négociation que la théorie ne saurait réellement transcrire? Vaste question. Si tout était écrit, si la négociation était une espèce de partition qu'il suffirait de suivre comme l'interprète d'un instrument de musique suit la partition du compositeur, ce serait magnifique. Mais ce n'est pas le cas. Il faut sans cesse s'adapter, aller et venir. Alors, si vous me le permettez, un brin de théorie quand même avant de parler de choses très concrètes. Sûr. Parce que euh, une négociation, c'est un rapport de force. Ça, il faut le savoir. C'est toujours un rapport de force. Et voyez-vous, celui qui est en position de force, il va tenter d'engranger un maximum de dividendes de la situation présente, en se disant que demain, peut-être, le rapport de force va être beaucoup moins favorable. Et mutatis mutandis, en m'écoutant, vous pouvez essayer de transposer ça à la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, hein, ou entre le Hamas et Israël. Et celui qui est en position de faiblesse, mais il est quand même enclin peut-être à faire des concessions en se disant que la situation pourrait être pire plus tard. Donc la négociation, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon bouquin, se décline en trois logiques. Je suis un peu professoral, mais bon, c'est nécessaire pour mon propos. Donc, soit vous visez le jeu à somme nulle. C'est ce que Poutine voudrait faire, n'est-ce pas? Je perds et tu gagnes. Pardon, je gagne et tu perds. Le jeu à somme nulle. Les dictatures adorent cette approche de la négociation. Mais évidemment, alors, vous privilégiez une des parties et par définition, l'autre partie est perdante. Soit on privilégie une approche gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle la négociation coopérative. Win-win. C'est dans le meilleur des cas. Et très sincèrement, ça n'arrive pas souvent. Soit enfin, et j'en arrive vraiment au cœur du sujet, on est dans la configuration de la concession, le donnant-donnant, give and take. Et je crois sincèrement que pour qu'une négociation aboutisse, et parce que le gagnant-gagnant, malheureusement, est quand même assez rare, on doit se placer dans le scénario du donnant-donnant. C'est-à-dire que chacune des parties doit, à un moment donné, faire des concessions. Et sans qu'on sache, évidemment, et c'est ça la difficulté, le point médian où se situera la concession que chacune des parties est disposée à faire. Par exemple, si les troupes russes se retirent complètement de l'Ukraine, ce qui n'est pas le scénario que privilégie le président russe, mais bon, est-ce que l'Ukraine pourrait considérer qu'une partie du territoire à l'est est en quelque sorte gelée au sens diplomatique du terme, c'est-à-dire que l'Ukraine n'y exercerait qu'une souveraineté de principe. Euh,
enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de formules, mais si vous voulez, l'idée, c'est cela, et qui m'a fait un petit peu perdre le fil de mon propos du départ. Mais ce que je voulais dire, c'est que la négociation est par définition quelque chose qui euh, n'est pas prévisible. C'est ça qui en fait euh, la difficulté, au fond. Ce n'est pas quelque chose où l'on peut dire, ah, si je pars du point A, j'arriverai certainement au point B au bout d'un certain temps. Non. Pour arriver au point B, je devrais peut-être passer par A1, par A3, par A5, et puis finalement revenir à B. Voilà. C'est plus du zigzag, n'est-ce pas, qu'une ligne transversale. Euh, et puis, je termine là-dessus, peut-être que je pourrais en reparler dans quelques instants. Entre les deux euh, partenaires de la négociation, le médiateur peut jouer un rôle. Et la médiation me paraît être un domaine très prometteur en diplomatie. Alors, dans le cas russo-ukrainien, il y a eu des tentatives de médiation, notamment par la Turquie, par exemple, qui ont donné des résultats assez modérés. L'ONU a aussi essayé d'œuvrer, et là aussi avec des résultats décevants. Mais il ne faut pas désespérer. Je crois que là, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'à un moment donné de l'histoire entre les Israéliens et les Palestiniens, la médiation a quand même apporté ses fruits avec les accords d'Oslo. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la médiation du Qatar entre le Hamas et Israël va porter ses fruits? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien que quand bien même les, euh, les négociateurs euh, peuvent être l'un et l'autre très éloignés, le médiateur peut rapprocher les positions et forger des compromis. Voilà. J'ai été un peu long. Aucun problème, c'est passionnant de vous écouter parler de ça. Et on aura d'ailleurs l'occasion, vous nous avez introduit justement la situation avec le Hamas et également en Ukraine. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard également. Mais donc du coup, on parle un petit peu de cette pratique-là, donc de votre pratique et de votre connaissance de la négociation. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas réellement comment se déroule une négociation diplomatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que concrètement se passe une négociation diplomatique? Par quelles étapes on doit passer euh, pour arriver à une négociation effective? Dans mon livre sur la négociation, j'ai consacré un chapitre aux préliminaires. Par là, j'entends que une négociation, elle ne démarre pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a toute une série de paramètres sur lesquels il faut s'accorder. Et j'aime reprendre l'exemple russo-ukrainien. Qui va négocier? Quelle délégation? Qui envoyez-vous à la table de négociation? Ça, déjà, c'est important. C'est un signal. Un deuxième couteau ou bien un ministre? Rien que ça en dit long sur le sérieux que vous accordez ou non à la négociation. Donc, la composition de la délégation. Ensuite, le lieu de la négociation, qui n'est pas innocent. N'est-ce pas? Pourquoi les accords d'Oslo, comme le nom l'indique, ont été négociés en Norvège et pas, que sais-je moi, en Égypte ou en Israël? Mais parce que il fallait trouver un terrain neutre. Dans le cas russo-ukrainien, souvenez-vous, quelques jours après le début du conflit, on est allé sur la frontière du Bélarus. On n'était pas. Alors, parce que les Russes disaient on ne va pas négocier en Ukraine. Les Ukrainiens disaient on va quand même pas aller négocier chez les agresseurs, chez les Russes. Donc, on trouver une solution. Le lieu. Le lieu est donc déjà emblématique. Les accords de Dayton, les fameux accords qui ont mis fin au conflit en Bosnie, à Dayton, Ohio, c'est là qu'on a négocié. Vous voyez. Donc le lieu. Euh, la confidentialité,
c'est une condition quasi sine qua non. Après, on va nous dire, ah, mais c'est ça, c'est la diplomatie du secret, où toutes sortes de choses se négocient loin, loin, loin des médias, loin de tout. Mais c'est nécessaire. Les accords qui ont abouti à la fin de la guerre du Vietnam et qui ont été négociés entre Kissinger et son vis-à-vis vietnamien, le Duc Tho, l'ont été dans une petite villa à Neuilly, en France, pendant des années. Et Kissinger venait ni vu ni connu, même les autorités françaises n'étaient pas au courant. Le secret et la confidentialité. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas communiquer. Mais si d'emblée, on commence la négociation et que quelqu'un qui est impliqué commence à, envoyer des messages, des tweets ou que sais-je, et à révéler le contenu de la négociation, pour dire les choses familièrement, c'est loupé. Le timing, le timing de la négociation. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour négocier? C'est pas si simple, vous savez, de trouver le bon moment, tant pour l'agresseur que pour l'agressé, lorsqu'il y a une guerre notamment. On se dit que c'est une règle générale dans la diplomatie qu'il vaut mieux négocier en position de force. Donc, pour le moment, les Ukrainiens, ils se disent, bah, on n'est pas en position de force, la contre-offensive, etc. Attendons, attendons d'avoir reconquis une partie du terrain, être en position de force. Au contraire, les Russes peuvent se dire, mais c'est le bon moment, etc. Le timing est essentiel. On le voit aussi entre Israël et le Hamas, le timing. Tout est une question de timing. Donc, oui, la négociation est une épreuve temporelle. Alors, quand vous avez en quelque sorte couvert tous ces paramètres que je viens d'énoncer, alors vous pouvez commencer. Ah oui, dernier élément, ô combien important, euh, ne pas se laisser envahir par l'émotion. N'est-ce pas? La négociation, c'est quand même un calcul, ça fait partie d'une stratégie. On ne peut pas tout d'un coup développer, là, tout à l'heure, je parlais de l'empathie, mais là, pour le coup, on est face à un adversaire, en tout cas quelqu'un qu'on doit convaincre. On ne doit pas se laisser emporter par ses propres émotions, c'est important. Voilà. Alors, quand on a couvert tous ces paramètres, on commence seulement la négociation. Et ça peut durer des années, bien sûr. Et selon les scénarios que j'ai énoncés précédemment. Si on vient d'emblée en disant je gagne, enfin, et tu perds, négocie pas. Si en revanche on vient avec l'idée que oui, bon, je ferai des concessions à un moment donné, et vous en ferez aussi, à ce moment-là, il y a de la marge et on arrive au cœur du sujet. Voilà. Et justement, avec ce dont vous abordiez juste un petit peu auparavant, avec la présence d'un médiateur notamment, par exemple le Qatar concernant le conflit israélo-palestinien. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui diffère entre justement une négociation diplomatique qui va être purement bilatérale entre deux acteurs et une négociation multilatérale qui peut se faire soit dans le cadre d'une organisation intergouvernementale comme l'Union européenne par exemple, ou encore, par exemple, une négociation multilatérale qui va inclure plusieurs acteurs concernant un seul conflit, notamment justement le Qatar avec Israël et Palestine. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui diffèrent, enfin, dans le déroulé de ces négociations? Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte euh, dans certains cas qui ne sont pas à prendre en compte dans l'autre? Je ne sais pas si je me suis bien Oui, exprimée. Oui, parfait. oui, bien sûr. Une négociation bilatérale, d'une certaine manière, est plus simple qu'une négociation multilatérale. Tout le monde peut le comprendre dans la mesure où là, euh, il y a deux partenaires dans la négociation, deux acteurs.
éventuellement un troisième, mais qui agit alors en tant que médiateur, qui n'est pas vraiment le négociateur, qui simplement fait que des propositions pour essayer de, d'aboutir à un accord. Euh, Pardon. Ça, c'est une approche, c'est l'approche classique de la négociation bilatérale qui peut durer longtemps. On l'a vu dans le cas notamment des négociations entre les États-Unis et le Vietnam. Mais euh, si vous voulez, les outils de la négociation sont assez classiques. Il n'y a pas d'interférence extérieure, pas beaucoup en tous les cas. Et il y a simplement cette espèce de va-et-vient entre le négociateur dans la salle de négociation et ses autorités dans la capitale. Le négociateur ne doit jamais oublier que même s'il aboutit à un accord avec son vis-à-vis, il doit encore le faire valider par ses autorités. Et parfois, les autorités, justement, ne valident pas. Et alors, on repart dans une nouvelle négociation. En revanche, quand vous êtes dans une enceinte multilatérale, c'est plus compliqué. On le voit dans les réunions récentes du Conseil européen, où se forment alors des mini-coalitions. Par exemple, les plus petits États se disent, mais la Belgique toute seule, c'est compliqué. Mais s'il y a le Benelux, si vous y ajoutez les pays de Visegrad, donc, n'est-ce pas, les 4 pays d'Europe centrale, plus encore les États baltes, à ce moment-là, vous avez une coalition, on dirait la coalition des petites et moyennes puissances, qui est effectivement suffisamment importante, en tout cas, pour se faire entendre des plus grands. Maintenant, ne nous faisons pas d'illusions, et c'est un diplomate blanchi sous le harnais qui vous le dit, les grands finissent toujours quand même par l'emporter, quelle que soit la voix des moyennes et des petites puissances, parce que c'est comme ça. Euh, si vous ne donniez pas aux grandes puissances un droit de veto au Conseil de sécurité, elles ne feraient tout simplement pas partie du Conseil de sécurité et elles quitteraient l'ONU. C'est comme ça que la SDN est morte. Et si aujourd'hui les grands États au sein de l'Union européenne ne sont pas entendus, mais l'Union européenne ne fonctionnera pas. Et on sait combien aujourd'hui, c'est un autre sujet bien sûr, mais la coopération franco-allemande est grippée, et précisément à cause de ça, le fonctionnement de la machine européenne en souffre. Donc voilà, dans une enceinte multilatérale, ce sont des structures plus complexes, avec des interactions entre petites, moyennes et grandes puissances. Euh, Quand la règle est celle du consensus, à l'OTAN, d'ailleurs on ne vote même pas, à l'Union européenne, euh, eh bien, le travail en est d'autant plus fastidieux, n'est-ce pas? Les marathons agricoles à l'Union européenne, etc. Là où, entre deux partenaires, entre deux acteurs, bon, là, pas de consensus, n'est-ce pas? On parle simplement d'un accord à un moment donné. Voilà ce que je peux vous dire et si vous le souhaitez, ensuite, on peut affiner à partir de certains exemples. Sûr. Je profite d'ailleurs de ce que vous aviez dit par rapport aux petites puissances dans le cadre de l'Union européenne. Vous allez également intervenir au sein du colloque de notre master le 6 mars 2024 à ce sujet, donc sur la diplomatie des petites puissances. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous regardent, à vous inscrire à ce colloque qui aura lieu le 6 mars. Le lien d'inscription est dans la description, donc n'hésitez surtout pas. Monsieur Delcorde pourra, Monsieur l'ambassadeur, pardon, pourra vous étendre un petit peu plus sur ce sujet à ce moment-là. Il me semblait pertinent pour un petit peu conclure cette interview, de mettre en parallèle le monde de la diplomatie, donc ce dont on parle depuis le début de cette interview, et puis les actualités. Hein, vous n'avez cessé de faire des va-et-vient, c'est normal puisque c'est intrinsèquement lié. Mais tout d'abord, un événement qui a bouleversé le monde il y a quelques années, la pandémie du Covid-19, qui a reconfiguré en fait les échanges dans le monde professionnel,
notamment avec la démocratisation des visioconférences, hein, nous en sommes la preuve aujourd'hui même. Est-ce que cette évolution-là dans le monde professionnel, elle a impacté, pardon, le monde diplomatique? Et de quelle manière est-ce que, elle a impacté, la procession des négociations? Est-ce qu'elle l'a même impacté ou pas du tout? Oui, sans doute, mais pas nécessairement positivement. Vous savez, je le disais en introduction, la diplomatie, c'est la relation à l'autre, c'est créer de la confiance, etc. Alors, en visioconférence, la relation à l'autre, c'est pas simple, n'est-ce pas? Et comme on le dit souvent, dans les grandes réunions internationales, dans les négociations multilatérales, ce qui se passe dans les couloirs est presque aussi important que ce qui se passe dans la salle de réunion. Alors, en visioconférence, vous n'avez pas de couloir. Donc, vous n'allez pas voir le délégué chinois ou le représentant vénézuélien parce que, voilà, on est tous devant l'écran. Donc, oui, la visioconférence permet, au début d'une négociation, eh bien, peut-être ralentir les déplacements à l'étranger, de baliser un peu le terrain pour un premier rang de négociation. Mais très vite, on s'aperçoit, et on s'en est aperçu à Bruxelles lors des conseils européens, que ça ne fonctionne pas vraiment. Ou alors, il faut arrêter la visioconférence, téléphoner enfin, voyez-vous, la négociation, par définition, combine le multilatéral et le bilatéral. Alors, devant un écran, euh, comment voulez-vous avoir une relation bilatérale? C'est impossible, n'est-ce pas? Donc oui, pour répondre à votre question, elle l'a impacté, mais pas positivement. Alors, euh, aujourd'hui, on évite en général les visioconférences pour les grandes négociations. Bien sûr, le secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il a un message à faire passer au Conseil européen, peut rester à New York et faire passer son message, etc. Mais vous voyez que c'est très unilatéral dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous venez devant l'écran, vous parlez, vous dites quelque chose, et puis c'est fini. Mais construire une relation et développer un dialogue me paraît très difficile dans ce cadre-là. Voilà. Merci pour la question répondue sur le Covid. C'est tout à fait compréhensible, hein. Ça a pu bouleverser en fait le monde de la diplomatie, pas que dans le bon sens, comme vous avez pu l'illustrer. D'un point de vue plus général, j'aimerais revenir sur justement les conflits qui, qui bouleversent la scène internationale depuis 2-3 ans déjà. Donc, vous en avez très bien parlé précédemment dans les dernières questions. Donc, à travers les conflits russo-ukrainiens et puis plus récemment israélo-palestiniens, on peut voir que les négociations sont très difficiles à mettre en place, hein. Euh, on essaye de mettre en place justement de la médiation comme vous en parliez, mais c'est pas toujours facile. Quand bien même ces négociations sont entamées, il est assez laborieux de trouver un terrain d'entente. Dans une autre interview, vous disiez une phrase qui m'a bien marquée, qui était que tant que les hommes se parlent, ils ne se font pas la guerre. Alors, selon vous, pour conclure cette interview, comment est-ce que concrètement on peut faire en sorte que ces acteurs arrivent à se parler plutôt qu'à se faire la guerre? Oui. Eh bien, je vais une fois encore rattacher mon propos à un théoricien, un grand théoricien de la négociation, peut-être un des plus importants, un Américain, William Zartman, qui a développé ce qu'on appelle la théorie du mûrissement. Euh, Dans cette théorie, il explique que euh, il arrive un moment où les parties à un conflit, un conflit guerrier ou un différend commercial, euh, comprennent
qu'elles sont en fait enfermées dans une impasse. Et il explique cela avec un terme qui est entré dans la littérature des relations internationales. En anglais, c'est mutually hurting stalemate. C'est une impasse mutuellement invalidante. Euh, Et évidemment, à partir du moment où cette perception prend corps et où les parties comprennent bien que plus le coût de la poursuite du conflit ou du différend est élevé, et plus on est en quelque sorte enfermé dans une impasse, la motivation alors est d'autant plus grande pour justement sortir de l'impasse, sortir du conflit, trouver une solution. Bon, il y a évidemment toujours des paramètres, il y a des lignes rouges, il y a ce qu'on appelle le non négociable, ça, bien sûr. Mais euh, vous comprenez, à un moment donné, on a épuisé les ressources. On est dans une spirale escalatoire, comme on a pu le constater récemment à Gaza. Et donc, je crois qu'à un moment donné, parce que dans le cas de Gaza, l'émotion collective est telle euh, face au nombre de victimes civiles, de part et d'autre d'ailleurs, et qu'à un moment donné, je pense qu'on va arriver à cette situation où ni les Israéliens ni le Hamas euh, ne pourront en quelque sorte euh, ou comprendront plus exactement qu'ils ne peuvent pas obtenir davantage que ce qu'ils ont déjà obtenu ou ce qu'ils ont déjà réalisé, et qu'il faudra lâcher, comme on dit. Il faudra que les positions s'assouplissent. L'éternelle question que doivent se poser aujourd'hui les Israéliens aussi bien que le Hamas, les Russes aussi bien que les Ukrainiens, c'est que vais-je lâcher? Euh, Suis-je prêt à céder sur un point? Euh, ou bien est-ce que je continue? Je n'ai pas de réponse à cela. Tout dépend de la perception qu'une partie a d'une autre partie. Mais je crois que la théorie du mûrissement de Zartmann est intéressante de ce point de vue-là. Il arrive un moment où, voilà, euh, on a évalué le plus objectivement possible la situation, on se rend bien compte qu'on est bloqué, qu'on n'avancera pas, qu'on n'obtiendra pas davantage. Il y a l'élément que je viens de citer d'émotion collective qui joue, l'opinion publique internationale, la pression des États tiers, et finalement on revient à la table des négociations, on appelle les diplomates, on fait taire les canons et on négocie. La paix, évidemment. Bien évidemment. Et c'est pour ça aussi, c'est pour cela on peut considérer que ça prend beaucoup, beaucoup de temps souvent, comme vous expliquiez juste Oui, avant, des années des fois pour arriver à des négociations fructueuses. tout à fait. Je le disais tout à l'heure, euh, en énonçant les qualités du diplomate, je parlais de la patience stratégique. Oui, il faut du temps. Il faut donner du temps au temps, comme disait quelqu'un. Et je sais que la patience peut être, en quelque sorte, contradictoire avec les émotions que l'on ressent et qui nous feraient agir de manière presque impulsive. Euh, Mais ce n'est pas comme ça que l'on fait avancer les choses. Alors, les diplomates sont parfois sous pression des politiques, des gouvernants, qui leur disent, mais ça fait des mois que vous négociez, et il n'en sort rien. Et le diplomate doit alors expliquer, doit dire, mais écoutez, je fais ce que je peux, mais voilà, euh, ça n'a pas encore mûri, la théorie du mûrissement. Mon adversaire n'a pas encore accepté tous les paramètres de la négociation. Voilà. Alors, c'est une conclusion qui est peut-être un peu décevante,
Mais nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, n'est-ce pas? Malheureusement, le monde d'aujourd'hui est plutôt chaotique, c'est plutôt Jurassic Park. Et plus que jamais, on a besoin des faiseurs de paix que sont les diplomates.